Merci, Monsieur le modérateur. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais commencer par souligner qu'il s'agit d'un travail que j'ai fait avec Adrien Caplot, qui est ici présent, qui est mon thésard. Et ça porte ma présentation sur le Big Data. En fait, on m'a demandé de parler du Big Data. Alors, j'ai tout de suite demandé, est-ce que je peux faire des maths là-dedans, puisque je suis matheux? On m'a dit, oh non, surtout pas. Donc, j'ai tempéré les choses et j'ai quand même voulu orienter ma discussion, ma présentation, sur les effets de ce Big Data, sur l'acquisition, sur l'accumulation de la connaissance. Alors, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, professeur attaché à l'Institut de mathématiques de Montpellier, et mon domaine de compétence, c'est la statistique. La statistique qui est la science de l'apprentissage par les données. Et donc, de ce fait, on est en première ligne, nous les statisticiens, où on est les témoins privilégiés de l'évolution de la data science, et on a pu voir émerger ce phénomène de big data ou de données pléthoriques, qui est un autre terme qu'on rencontre parfois dans la langue française, mais comme le disait le présentateur, je vais utiliser le terme big data pour simplifier les choses, et aussi parce que je suis depuis 25 ans en France, et donc j'ai pris les travers français. Ça arrive. Bon, alors, avant de parler de Big Data, il convient de parler de la période qui a précédé le Big Data, qui est quand même pas une petite période parce qu'elle s'est étendue depuis l'aube de l'humanité jusqu'aux années 1990. Et selon ce que j'ai vu ce matin dans certaines présentations, il y a encore, le Big Data n'y est pas encore. Alors, cette ère qui a précédé le Big Data, c'est l'ère que l'on appelle le Small Data. Et durant cette ère du Small Data, qui, comme je le disais, continue de se poursuivre au vu des présentations de ce matin, la donnée, donc dans ce Small Data, elle était chère, elle était rare et elle était précieuse. Et la situation que nous vivions dans les laboratoires de statistiques autour des années 90, même un peu avant, était celle de l'expérimentateur qui rentrait dans notre labo avec une valise serrée sur son cœur et qui ouvrait la valise dans laquelle il y avait un parchemin en regardant derrière son épaule, et sur le parchemin était consigné la donnée, le data. Et c'était à peine qu'il nous montrait ce parchemin en desserrant les doigts. Et lorsqu'on lui demandait est-ce qu'il est possible que l'on utilise ces données pour des enseignements auprès de nos étudiants, on nous répondait « Ah non, mais vous êtes fous, pas question ». Donc la donnée, elle était chère, rare et précieuse. Et pourquoi en était-il ainsi dans cette ère du small data? C'est que les données étaient récoltées pour répondre à des questions bien posées. Alors quand on parle de questions bien posées, ça ne vient jamais du premier coup. Une question n'est jamais, ou en tout cas à peu près jamais, bien posée du premier coup. Il y a un travail d'affinage, de raffinage, de peaufinage, avant d'arriver à une bonne question, une question pour laquelle on peut trouver une réponse. Et les questions ainsi raffinées s'adressaient à des problèmes qui se rapportaient au comportement de l'univers. On essayait de comprendre comment se comportaient des choses dans l'univers. Et on essayait aussi de prédire ce qui arriverait, les événements qui pourraient se produire dans cet univers. Ces données étaient obtenues via des expériences. Les expériences étaient financées, ça veut donc dire écrites, soumises, jugées, classées parmi les meilleurs. Les gens en étaient très fiers. Ils avaient ensuite, lorsque la donnée était obtenue, elle était analysée par des personnes en principe compétentes, des personnes compétentes d'ailleurs qui en sortaient la substantifique moelle, et c'était publié, et ça faisait une petite brique qui s'ajoutait au mur des connaissances que l'humanité accumulait. Donc ça, c'était la situation dans l'ère du small data, qui, je le répète, se poursuit encore. Mais au fil des années 90, on a vu arriver de plus en plus des situations, et encore là, je vais caricaturer, où l'expérimentateur rentrait dans notre laboratoire avec littéralement une brouette de données qui déversait sur le sol en nous disant « Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ?»
Donc, on était rentré dans un autre paradigme, et cet autre paradigme, c'était l'ère du Big Data. Alors, comment définir le Big Data? Il y a plusieurs façons de le définir. Je vais utiliser la définition dite des 4 V. Le premier V, le volume. Le deuxième V, la vélocité. Le troisième V, la variété. Et le quatrième V, la véracité. Et je vais passer en revue chacun de ces 4 V pour vous expliquer ce qu'il en est. Alors, on va commencer par le volume. Alors, dans les années 90, ce qui s'est produit, c'est qu'on est passé au tout numérique. Autant les sons que les images ont été numérisés par des appareils. Il y a eu une prolifération de capteurs qui est apparue pour capter toutes sortes de trucs. Et on avait le choix, essentiellement, soit de laisser filer ces données ainsi captées, soit de les stocker quelque part. On a jugé plus intelligent de les stocker pour usage ultérieur peut-être. Et donc, pour répondre à ce problème ou à cette demande, les fabricants se sont mis à fabriquer des supports de storage de plus en plus petits, pouvant stocker de plus en plus de données. Et à l'instant T, on peut pratiquement dire que la capacité de storage des données est illimitée. Pas illimitée en chaque point, mais globalement illimitée. Donc c'est certain que sur soit une prothèse auditive ou autre chose, c'est limité. Mais globalement, on peut dire que c'est illimité. Bon, donc ça c'était très bien. Maintenant, il fallait continuer à alimenter ce flot. Alors, quand j'ai fait ma slide, j'avais en tête les téléphones portables. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur cette Terre, dont on estime environ 6 milliards ont des téléphones portables. Et les téléphones portables, ça produit des données en continu. J'ai compris ce matin que les prothèses auditives, c'était aussi, ils sont peut-être moins nombreuses que 6 milliards, mais c'est aussi des objets qui produisent des données en continu. Et il y a plein d'autres choses qui produisent des données en continu, et ça s'accumule, et etc. Et aujourd'hui, on estime que chaque jour, il y a environ 2,5 hexaoctets de créés par toutes ces mécaniques, toutes ces machines. Alors, hexaoctet, c'est 1 suivi de 18 zéros. On n'est pas dans les mégas, on n'est pas dans les téras, on n'est pas dans les gigas, on n'est pas dans les pétas, on est bien au-delà, c'est l'unité au-dessus. Bien. Alors, ça s'accumule, ça s'accumule. On s'attend à ce que dans quelques mois, donc en 2020, on ait atteint la barre du 40 zétaoctets, 1 suivi de 21 zéros, d'accumuler, de data accumulée, d'octets accumulés depuis le début de l'humanité. Ça correspond en gros à la quantité d'informations que l'humanité a produites depuis l'aube des temps. Ça continue à augmenter et on s'attend à frapper la barre du 125 zétaoctets en 2025. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de zétaoctets? Vous le savez? Le yottaoctet, qu'on s'attend à frapper quelque part dans les années 2030, c'est 1 suivi de 24 zéros. Et au-delà du yottaoctet, il y a quoi? Le brontooctet, 1 suivi de 27 zéros, qu'on pense atteindre avant la fin de ce siècle. Et si brontooctet, ça vous fait penser à brontosaure, c'est exactement ça. Donc, ça fait des quantités énormes de données qui s'accumulent, qui s'accumulent. Par ailleurs, donc ça c'est pour le premier V. Pour le deuxième V, la vélocité, la vitesse, on va traiter de 2 points. La vitesse, c'est un ensemble de composantes et je vais traiter que 2 points de ces composantes. La vitesse de transfert des points entre eux et la vitesse de traitement à chaque point. Alors pour la vitesse de transfert, sur le filaire, bien évidemment, vous avez la fibre optique qui devrait avoir fini d'être déployée bientôt, qui va connecter tous les points A et B à une vitesse théoriquement celle de la lumière, on ne pourra pas aller plus vite. Ça, c'est sur le filaire. Sur le sans-fil, alors on peut penser bien sûr au téléphone, 4G. On va passer bientôt dans le 5G,
100 fois plus de vitesse. Et on commence à travailler sur le 6G, encore là 100 fois, donc ça fait 10 000 fois plus vite dans cette slide. Ça, c'est pour un premier sans fil. Le deuxième sans fil, c'est le Wi-Fi, où on va passer bientôt au Wi-Fi 6. Encore là, à des vitesses beaucoup plus grandes que celles qu'on a là, avec des débits beaucoup plus grands que ceux qu'on a là. Et ça va permettre l'expansion de ce qui est déjà appelé le IoT, le Internet of Things, qui est essentiellement tous les objets de la vie de tous les jours qui communiquent en eux, grille-pain, frigo, cafetière, bon, tout ça. Et donc, ça va ajouter au flux des données. Donc, ça, c'est pour la vitesse de communication. Pour la vitesse de traitement, alors je vais parler que de la vitesse des processeurs. On a été pendant de nombreuses années sous la coupe d'une loi qui s'appelait la loi de Moore. Alors, il paraît qu'il y a un Moore qui est bien connu dans le domaine de l'audiologie. Ce n'est pas lui. Celui-là était quelqu'un qui travaillait chez Intel, des processeurs. Il avait annoncé à l'époque que chaque 18 mois, la puissance de calcul doublerait. Et cette loi a tenu jusque dans les années à peu près 2015-2016. Le dessin date de ces années-là, où les composantes, la limite physique a été atteinte, les composantes ne peuvent pas être réduites plus qu'une certaine taille, parce que sinon ça ne marche plus. La chaleur qui est dégagée devient trop grande, ça fait fondre des composantes. Donc bref, il y a eu un arrêt de la loi de Moore, elle est morte cette loi de Moore, et on attend qu'une nouvelle technologie rentre en piste pour augmenter les processeurs, la vitesse de chaque processeur. Dans l'intervalle, on a toujours besoin de plus de puissance de calcul, et donc les fabricants ont répondu à ça en utilisant l'idée du parallélisme. Si on met 2 processeurs pour faire le calcul d'un, ça devrait aller normalement 2 fois plus vite. Ce qui est à peu près vrai, mais il y a une loi qui s'appelle la loi de Amdahl qui rentre en piste et qui fait que ce n'est pas aussi simple que ça. Et les fabricants se sont aussi mis à mettre des clusters de processeurs multiples et tout ça, et ça a augmenté. Donc là, on est encore en augmentation de traitement par cette idée, par cette astuce du parallélisme, mais on attend l'ordinateur quantique qui devrait, selon certaines prévisions peut-être optimistes, arriver dans les années 2026-2027. Et pour vous dire, l'ordinateur quantique, récemment, Google, dans ses laboratoires, ils ont un ordinateur quantique expérimental. Et ils ont réussi à faire, en dedans de 3 minutes, un calcul qu'ils estiment aurait pris 10 000 ans à un processeur normal. 3 minutes, 10 000 ans. Et là, on parle d'un ordinateur qui est expérimental. Imaginez ce que ce sera quand on sera rendu à la génération 5, 6, 7 de ces... Donc, on va vraiment nager dans une puissance de calcul absolument inconcevable à l'instant T. Ça, c'est pour la vitesse. Le troisième V, variété. Alors, ou diversité, mais ça ne commence pas par V. Et c'est plus sympa si c'est tout des V. Alors, bien sûr, on sait numériser des textes, on a appris à numériser des sons, des images. Une fois qu'on a des images, on a des vidéos. Une fois qu'on a des vidéos, on peut passer à d'autres choses, toutes sortes de mesures scientifiques, des mesures de contrôle, des mesures médicales. On parlait de résonance IRFM ce matin, donc encore là, c'est tout le cerveau qui capte ces informations. Donc, ça fait de l'information encore là qui nourrit le big data, l'ADN, le génome, etc. Tout le spectre, on en a parlé aussi ce matin, le spectre électromagnétique, on sait le numériser, et ça s'additionne au big data. Et récemment, il y a eu la découverte, ou en tout cas la confirmation de l'existence des ondes gravitationnelles. Et maintenant qu'on sait que les ondes gravitationnelles existent, on les observe et on ramasse du data sur ces ondes gravitationnelles. Et en fait, à chaque fois qu'on va identifier quelque chose de nouveau dans l'univers, on va chercher à le mesurer. Une fois qu'on va chercher à le mesurer, on va l'observer et ça va devenir du data. Donc ça, c'est la variété. Et enfin, la véracité. Alors, j'aime pas vraiment le terme, mais bon, le dictionnaire est limité sur les mots qui commencent par V. Donc, j'aurais préféré utilité ou richesse des données, mais bon, on va rester avec la définition que les anglo-saxons ont donnée, véracité. Alors, ça fait, comme je le disais, des masses, des monceaux, des Himalayas de données qui s'accumulent, et on s'est dit, ce serait bête de laisser ça comme ça, il faudrait en faire quelque chose. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est de mettre en place des outils d'extraction des données.
des outils qui permettaient de répondre à des questions précises. Et peut-être que la culmination, en tout cas à l'instant T de ces outils, c'est Google, où vous tapez dans Google une phrase comme, ou une question comme « Où puis-je acheter un collier anti-puce pour chien à Toulouse ?» Et vous allez avoir une liste d'endroits proposés avec des prix, tout ce que vous voulez, qui vous diront ce qui est le meilleur achat possible. Bien. Ensuite, il y aura le data mining qui est venu. Alors, data mining, c'est essentiellement piocher dans les données, un peu comme des orpailleurs qui cherchent une pépite pour essayer de trouver justement une information qui serait exploitable, qui serait rentable, Et éventuellement, s'il y en a plusieurs qui se mettent en ligne les unes après les autres, peut-être qu'on pourrait arriver comme ça à la veine mère. Mais je ne parlerai pas plus de data mining parce qu'un des conférenciers qui va me suivre va en parler, François Dejean va en parler. Bon, alors, on est passé ensuite à machine learning. Alors, on s'est dit, toujours la question subsidiaire, il faut essayer d'exploiter cette information qu'on a accumulée. Et on s'est rendu compte en particulier qu'on avait des millions de caractères manuscrits qui étaient stockés dans le big data. Alors, on s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de faire en sorte que ces caractères, qui pour le moment ne sont reconnaissables que par l'œil humain, qu'on ait une machine qui puisse faire ce travail. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est lancer des algorithmes de classification, de discrimination sur les millions d'images, de caractères manuscrits, pour essayer de faire en sorte qu'on reconnaisse les caractères. Alors, ils ont utilisé à l'époque des algorithmes qui dataient des années 1960-1970, qui étaient conçus pour environ 8 à 10 objets à classer. Là, si on commence à regarder les caractères, il y a les 26 lettres de l'alphabet plus les 10 chiffres, donc ça fait 36. Les algorithmes n'étaient pas tout à fait adaptés, ils donnaient des résultats, plus ou moins intéressants. En fait, ce que ces algorithmes font, c'est essentiellement essayer de trouver des configurations qui ont la plus grande probabilité de représenter la bonne classe. Par exemple, si l'algorithme voit un point au-dessus d'un caractère, il y a de très fortes probabilités que ce soit un I ou un J. Et il ne lui reste plus qu'à examiner la structure qui est en dessous pour voir si elle est courte, un I, ou si elle est longue et incurvée, ce qui ferait un J. Et comme ça, il maximise les probabilités de ne pas se tromper. Pareil, s'il y a une barre sur un caractère, ça pourrait être un T. Bon. Donc, ces algorithmes ne font que ça. Essayer de maximiser la probabilité de bien classer l'image qu'on a ou le caractère qu'on a sous les yeux. Alors, comme je le disais, c'était des machines ou des algorithmes qui marchaient pour environ 8, 10 catégories. Là, on était à 36. Il a fallu les adapter et on est arrivé, on a réussi. On est capable maintenant, la machine, l'algorithme est capable, tout comme l'homme, pareil comme nous, est capable de reconnaître les caractères. Alors, quand il a fallu nommer ces nouveaux algorithmes, ceux qui les ont inventés ont dit, on va les appeler machine learning, apprentissage par machine. Ça fait un peu robot, tout ça, bien. Et puis les gens ont dit, ouais, non, mais vous êtes sûr, hein, parce que c'est un petit peu marketing, ça. Non, non, non. Et puis en plus, c'est nous qui les avons inventés, on va bien les nommer comme on veut. Bon. OK. Alors, donc ça, c'était très bien. Par la suite, on a regardé, mais dans le big data, il y avait plein d'images et vous seriez... C'est fou la quantité d'images de chats qu'il y a sur Facebook. Donc les gens se sont dit, on va essayer de reconnaître les animaux, des images comme ça, avec nos algorithmes qu'on a développés pour les caractères. Alors, ils ont essayé, pareil, hein, l'algorithme fonctionne de la même façon, il cherche à maximiser la probabilité de détecter un chat, ou les moustaches d'un chat, ou les oreilles d'un chien, ou les zébrures d'un zèbre, ou je ne sais pas quoi, de l'animal qui cherche à identifier, qu'il y a sur la photo. Et ça n'a pas bien marché au début avec les algorithmes qui avaient été développés pour le machine learning, et donc ils ont créé de nouveaux algorithmes qu'ils ont appelés deep learning, qui, eux, avaient beaucoup plus de succès pour reconnaître les chats, les chiens, les zèbres, les coqs, les poules, etc. Bon, alors ils ont appelé ça, en passant, ça c'est dans les années 2012, et ils ont appelé ça deep learning. Là, ça faisait encore plus marketing, ça faisait profond, tout ça. Bon, les gens étaient impressionnés. Et donc, ils ont dit,
c'est très bien. Et par contre, ça ne marchait pas très bien quand l'image était chargée. Si vous avez une image d'un chat avec des plantes, des personnages, des meubles, je ne sais pas quoi, ils n'arrivaient pas bien à l'identifier, ou l'algorithme n'arrivait pas bien à identifier le chat, le chien, l'animal. Et donc, ils ont créé d'autres algorithmes plus poussés, et ça s'appelle learning par renforcement, qui permet de faire ce genre de truc. Et puis, on a continué comme ça, et en particulier, ils ont vu que dans le Big Data, ils avaient des parties de Go. Alors le Go, le jeu chinois de Go, est un jeu plusieurs fois millénaire. On a des milliers, voire des millions de parties consignées de Go, avec les résultats, qui a gagné, qui a perdu, comment ça s'est joué, etc. Et donc, ils se sont dit, on va lancer nos algorithmes de deep learning ou de learning par renforcement là-dessus, et on va voir ce que ça donne. Et pareil, les algorithmes essayaient de trouver tout simplement quel est face à une configuration donnée, quel est le mouvement, le jeu, la pièce qu'on doit bouger, qui maximise les chances de gain. Et puis, dans certaines configurations, il faut la mettre là parce que tous ceux qui ont joué avant ont gagné en la mettant là. Et puis, quand on la met à un autre endroit, il ne faut pas la mettre là parce que tous ceux qui ont joué ont perdu. La pièce là ont perdu. Donc, ils sont arrivés à créer des algorithmes. En l'occurrence, celui-là, il s'appelait AlphaGo. Et l'algorithme AlphaGo, ils l'ont fait jouer au Go. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme AlphaGo a été mis en compétition avec l'humain. Tous les autres algorithmes, le fait de reconnaître un T, un I, un J, bof. Plus vite que nous, ouais, bon, la belle affaire. Reconnaître un chat, un chien dans une bombe, la belle affaire. Mais quand vous mettez un algorithme en compétition avec l'homme dans un jeu, qui est limité par le temps et qui a la fatigue du joueur humain qui se met en place, eh bien forcément, l'algorithme a plus de chances que l'humain, puisqu'il ne se fatigue jamais, qu'il y a une base pratiquement infinie d'informations. Et ils ont, évidemment, gagné, enfin l'algorithme a gagné contre l'humain. Alors là, ça a fait tout un foin, évidemment, dans les médias. Les gens qui ont fait ça, ils ont dit, tiens, on va appeler ça de l'intelligence artificielle. Ça va faire frémir dans les chaumières, ça, l'intelligence artificielle. Les gens vont penser au Terminator et tout ça. Et oui, et ça a marché, parce que partout dans les médias, on s'est mis à en parler. Donc, l'intelligence artificielle est maintenant devenue populaire, on l'emploie partout, de par ce jeu marketing. Mais en réalité, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Et l'exemple craquant, l'exemple qui tue, à mon sens, l'absence d'intelligence dans l'intelligence artificielle qu'ils ont trouvé, c'est le point suivant. Le jeu de Go se joue sur un damier de 19 par 19. Changez les règles et mettez un damier de 25 par 25. L'humain arrivera, après peut-être un moment de surprise, à retrouver ses billes et à jouer et puis à faire des parties, quoi. Il ne sera peut-être pas champion du monde, mais en tout cas, il va y arriver. Le fameux AlphaGo, il est mort. Pourquoi? Parce que combien existe-t-il de parties de Go sur un damier de 25 sur 25 dans le Big Data? Très exactement, 0. Il ne sait pas. Donc, c'est un exemple que l'utilisation du terme intelligence artificielle, il y a beaucoup de marketing là-dedans. Alors, je veux bien que ce soit un terme qui nous simplifie la vie, qui nous fait penser à, bon, tout ça, mais de dire que les machines sont vraiment intelligentes, je pense que c'est exagéré. Alors, ça, c'était mon slide sur la véracité. Il y a quand même des réalisations non négligeables qui viennent et qui sont utiles de toutes ces données, de tous ces algorithmes. J'en ai parlé, le texte, l'écriture, on sait la reconnaître. Le son, la parole, la voix, on sait les reconnaître. Il y a des assistants vocaux qui existent, Siri, etc. Il y a les chatbots, dont un conférencier, Benjamin Schex, va parler dans quelques instants. Il y a les images qu'on sait reconnaître. Sur d'autres plans plus gestion, il y a le micro-ciblage marketing qui marche bien. Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est une avancée de l'humanité, mais enfin, bon, c'est autre chose. Il y a les véhicules autonomes qui s'en viennent aussi, qui sont des avancées. Mais tout ça, c'est des outils qui vont nous simplifier la vie,
qui vont s'intégrer à notre vie comme la cafetière électrique, comme le frigo, comme tout ça, et vont faire que nos vies seront plus riches, plus agréables. Mais ce n'est pas l'accumulation de la science, et à mon sens, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Alors, pour ce qui est de l'accumulation de la science, eh bien, il y a ce qu'on appelle la pyramide du savoir. Alors, pour expliquer l'accumulation de la science dans le monde du big data, il faut revenir un peu en arrière et en parler dans le monde du small data. Alors, ce paradigme de pyramide du savoir, ça commence par une première couche qui s'appelle la couche data, et on a vu ce matin des gens qui vraiment travaillaient très fort pour obtenir des datas. Ces datas étaient mises à l'épreuve dans des technologies statistiques ou des méthodologies statistiques pour en sortir l'information. Cette information mise en corrélation avec d'autres informations, d'autres pyramides du savoir qui sont développées ou qui ont été développées à gauche et à droite, amène une certaine connaissance. Et au final, on obtient le savoir qui est la brique de connaissance qui s'ajoute au mur de l'humanité et sur lequel, par exemple, des pouvoirs publics peuvent agir en disant il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Bien, donc ça c'est la pyramide du savoir dans le monde small data. Dans le monde big data ou dans l'ère big data, il y a deux versions de cette pyramide du savoir. Il y a la première qui est celle-ci, où le big data explose tout et il ne reste plus que le chapeau savoir, que l'empirisme le plus total suffira, que les données, il n'y a plus de théorie nécessaire, ce n'est pas la peine, le data suffit, la méthode scientifique, on oublie ça, et on mène directement du big data au savoir. Et à mon avis, c'est le même hiatus que celui qu'il y a entre big data et intelligence artificielle. Il y a un saut qui n'est pas encore comblé, il y a un trou qui n'est pas encore comblé, et ce n'est pas vrai qu'à mon sens, le big data mène au savoir. Et en fait, la situation qu'on rencontre, nous, dans les labos, et pas que dans les labos en termes de recherche, parce qu'on fait beaucoup de contacts ou de travail avec l'industrie, c'est que le big data, c'est une couche qui se met en dessous de la pyramide du savoir, qui est constituée d'une foule de données, mais erronées, instables, non pertinentes, un peu comme un marais, qu'il faut assécher avant qu'on puisse en sortir les éléments qui vont ensuite monter dans le data et ensuite remonter la pyramide comme dans le small data. Alors peut-être que ça existe, l'explosion de la pyramide, mais moi je ne l'ai jamais rencontré et dans nos labos, ce n'est pas ce qu'on rencontre. C'est vraiment cette situation. Alors pour donner un exemple de l'application de cette pyramide du savoir avec ou dans l'ère Big Data, je vais terminer en faisant état rapidement d'une thèse qui est en cours entre mon laboratoire, l'IMAG, et l'Institut des neurosciences de Montpellier. C'est une thèse CIFRE, financée donc CIFRE et en Amplifon, dont le thésard est Adrien Caplot, qui est ici. Et retenez ce nom, Adrien Caplot. À mon avis, vous allez en entendre parler plus tard. Alors, quel est l'objet de la thèse? Alors déjà, quels sont les big data dont on dispose? Eh bien, on a plus de 300 000 audiogrammes sur 11 fréquences, aériens, 11 fréquences, osseux, 5 fréquences, gauche-droit, avec plein de données anthropomorphiques, plein d'enquêtes de satisfaction, etc. C'est un Everest de données qu'on essaie de convertir dans cette pyramide du savoir. Alors, un des buts, il y en a beaucoup, un des buts de la thèse, et la thèse n'est pas publiée, donc je ne vais pas aller plus loin que ma description ici, c'est d'essayer d'affiner une classification des audiogrammes qui a été faite par... Alors, on a choisi de Mester parce qu'on m'a dit de Mester, c'est peut-être plus connu que les autres classifications qui sont plus récentes. Bon, celle-là date de 2009, la classification des audiogrammes de Mester. Alors, c'est une approche, ils ont classifié les audiogrammes en 6 classes, en s'appuyant sur 1147 sujets, sur 6 fréquences. Et donc, comme je le disais, ils sont arrivés à 6 classes. Alors, les 6 classes sont celles-ci. Donc, vous avez un premier audiogramme où ça tombe rapidement sur les hautes fréquences. Ensuite, le deuxième, c'est plus lent. On en voyait ce matin, je ne sais plus qui m'a présenté quelques audiogrammes qui avaient un peu cette allure. Celle-là, qui est plate, celle-là qui remonte, celle-là qui est en U inversé, et celle-là qui est en U normal.
Donc ça, c'est la classification de De Mester. Et ce qu'on a essayé de faire dans la thèse, c'est d'affiner cette classification, de voir si à la lumière des 300 000 données, on obtenait la même chose que De Mester. Alors, le big data, c'est l'audiogramme, et c'est des audiogrammes de qualité dont on a, mais qui sont entachés de données manquantes, il y a du bruit statistique. On a été embêté, enfin pas embêté, mais il a fallu tenir compte du RGPD, la loi RGPD dont on parlait tout à l'heure, et dont une conférencière, Charlotte Ballet, va parler un petit peu plus tard, du RGPD, dont il faut faire attention, il faut tenir ça en compte, ce machin-là. Donc, le big data, c'était ça. On est ensuite passé à l'étape, on a filtré ce big data, on a imputé les données, on a enlevé le bruit, on a complété la base et tout ça. Et on est arrivé à l'étape data. Ces données ont été soumises à des algorithmes statistiques de classification et de clustering. On a pu identifier pas mal de gros clusters et de petits clusters. Donc ça, c'était l'étape information. Ensuite, on a voulu confronter ces clusters avec ce qui était connu déjà avec la classification de De Mester et avec d'autres classifications et d'autres avis, des avis d'ORL, des avis de gens qui s'y connaissent, pour savoir est-ce que c'est raisonnable, c'est pas raisonnable, c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut ne pas causer, etc. Et à la toute fin, on est arrivé à un passage de 6 à 10 classifications où on sait maintenant caractériser. Alors, il y a des classifications qui sont typiques de certains âges, certains sexes, certaines professions, le fait d'être chasseur, par exemple, etc. Alors, je ne vais pas en dire plus sur ce travail, c'est juste un exemple de comment le big data est utilisé pour acquérir des connaissances, pour accumuler des connaissances. Voilà, je vais m'arrêter là et vous remercier de votre attention en vous laissant quelques références.